Vendredi 28 mars 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition version française de Viva. Dans les actualités de ce jour, les vendeurs ambulants d'Analakil seront transférés au marché spécialement dédié à Ndouane-Analakil entre les pavillons et l'esplanade. Ainsi, l'organisation entre la commune urbaine d'Antananarivo et les commerçants a été établie. L'organisation de la ville se poursuit toujours afin de mener à bien les projets qui apporteront de grands changements à la ville d'Antananarivo, a indiqué le maire aujourd'hui. Reportage signé Judical Ranjanirin et Nzar Ranjiansu. Après négociation, la municipalité d'Antananarivo et les représentants des commerçants ont trouvé un compromis. Les commerçants ont pu faire part de leurs souhaits à la maire cet après-midi. La maire Arla Laramanantsu a mis en place l'organisation de la ville. Cela a donc commencé à Analakil. Les vendeurs ambulants d'Analakil devront ainsi changer de place. Cependant, du fait de leur demande, ils ne seront pas envoyés loin de leur lieu habituel, mais devront se trouver dans une zone désignée. Ils seront transférés au marché spécialement dédié à Ndouane-Analakil, entre les pavillons et l'esplanade. La libération des trottoirs ne concerne pas uniquement Analakil. En effet, les deux grands chantiers démarrant en mai, à savoir la construction d'un canal long de 64 km, ainsi que la réhabilitation des grosses canalisations qui ont été endommagées et ont entraîné la montée des eaux. Il faut donc commencer dès maintenant à libérer les trottoirs selon les informations. Il n'y a aucune distinction dans l'application des nouvelles organisations établies, a déclaré la maire, tout en appelant tout un chacun à travailler ensemble et à mettre en œuvre les dispositions pour la bonne organisation de la ville d'Antananarivo. Madagascar renforce son engagement et sa stratégie en faveur de la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes. Elle est axée sur la participation de tous les secteurs concernés, notamment les secteurs de l'agriculture et de l'élevage et la santé publique. Madagascar qui fait partie des pays qui se sont engagés à lutter contre la malnutrition dans les 5 prochaines années lors du sommet Nutrition for Growth qui se tient à Paris pendant 2 jours, les 27 et 28 mars. Anne Martina et Sechandianob nous en disent plus. Réduire le taux de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans à 25,9% alors qu'il est de 39,8% actuellement et également réduire le taux de la malnutrition aiguë à 3% contre 7,7% actuellement. Tels sont les objectifs fixés par Madagascar d'ici 2030. Madagascar réaffirme son engagement en faveur de la nutrition au sommet Nutrition for Growth qui se tient les 27 et 28 mars 2025 en France, placé sous le thème « Placer la nutrition au cœur de l'agenda du développement durable ». Madagascar est engagé pour une meilleure nutrition et affirme sa volonté d'investir dans le capital humain et le développement durable à travers plusieurs actions, notamment la mise en œuvre d'une feuille de route pour la transformation des systèmes alimentaires, l'augmentation du budget de l'État dédié à la nutrition, le renforcement de la coordination multisectorielle et l'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'adaptation au changement climatique. Les secteurs de la santé et de l'agriculture jouent un rôle majeur dans la lutte contre la malnutrition. L'une des stratégies mises en œuvre par le président de la République, Andry Rajoelina, est l'autosuffisance alimentaire en augmentant la production. Des efforts complémentaires dans la lutte contre la malnutrition, a déclaré le secrétariat d'État en charge de la souveraineté alimentaire. La vision du gouvernement malgache est de former plus de 500 000 agriculteurs à des techniques agricoles efficaces et adaptées au changement climatique. Il convient de rappeler que le président de la République malgache a reçu 2 trophées pour la lutte contre la malnutrition en 2019 et 2022. Madagascar a été représenté par une forte délégation ministérielle, incluant le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le secrétaire d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire et l'Office national de la nutrition, ou ONN, lors de ce sommet à Paris, en France.
Ensuite, les Malgaches sollicitent de plus en plus les conseils des nutritionnistes actuellement. Cependant, nombreux sont encore ceux qui ne connaissent même pas l'existence des nutritionnistes, d'après la présidente de l'association des nutritionnistes à Madagascar aujourd'hui. Pourtant, les personnes qui suivent les conseils des nutritionnistes bénéficient d'avantages particuliers en termes de croissance physique et de développement mental, selon les informations. Khadra Manazatouf, sous les images de Anzar. Dès le début de la grossesse, il est nécessaire de consulter un nutritionniste sur l'alimentation de la mère enceinte afin de prendre soin de la santé de la mère et de l'enfant selon une nutritionniste. Alors que de nombreux Malgaches ignoraient auparavant l'existence ou le travail des nutritionnistes, de plus en plus de Malgaches sollicitent les conseils de ces derniers actuellement. L'association des nutritionnistes à Madagascar compte actuellement 220 membres. Cependant, beaucoup n'abordent pas le travail en fonction des connaissances qu'ils ont acquises. Alors que l'une des solutions pour résoudre le problème de la malnutrition à Madagascar est la présence de ces nutritionnistes auprès de chaque région ou de district. Les membres de la NSPM ont tenu aujourd'hui une assemblée générale. Et afin de garantir une formation de qualité et pour l'employabilité des jeunes à Madagascar, une signature de convention d'alternance entre le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Institut européen de coopération et de développement, IECD, s'est tenu ce jour. Ce partenariat se concentre sur l'application du système d'alternance, un modèle pédagogique novateur et un outil particulièrement efficace pour adapter l'enseignement aux exigences du marché du travail. En intégrant la pratique à la théorie, l'alternance permet aux jeunes de se former tout en acquérant une expérience concrète et directement applicable dans le milieu professionnel. Ce partenariat offrira de nouvelles opportunités aux jeunes, leur permettant de se former dans des secteurs stratégiques, d'acquérir des compétences reconnues à l'international et de se préparer à une carrière professionnelle prometteuse. Plus d'informations. Ça va se dérouler majoritairement par alternance, par l'accompagnement d'abord de 2 lycées techniques, un ici à Tana et puis un à Tuléar. C'est une formation qui se fait à la fois en centre et puis à la fois en entreprise. On a une petite dizaine d'entreprises partenaires qui nous accompagnent dans cette formation et qui accueillent les jeunes à un rythme qui est défini pour que, comme disait Madame la Ministre dans son discours tout à l'heure, qu'ils puissent vraiment acquérir des compétences techniques qui leur permettront d'être directement opérationnels quand ils entreront sur le marché du travail. Ensuite, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat apporte son soutien aux jeunes mères célibataires pour les aider à se reconstruire. L'objectif est de leur permettre d'être autonomes et d'avoir une source de revenus stable. Aujourd'hui, 20 femmes ont reçu leur certificat après avoir suivi une formation en pâtisserie. Les détails avec Fingicel Mireille et Yves Janel. Jusqu'à présent, ces jeunes mères célibataires n'avaient pas d'emploi stable pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Leur principale source de revenus était souvent de faire la lessive pour des particuliers. L'objectif du ministère du Tourisme et de l'Artisanat est de permettre à ces jeunes femmes de devenir autonomes. Le secteur de l'artisanat offre des opportunités pour se développer et entreprendre. Ces femmes pourraient aussi travailler dans de grandes entreprises, soutient la ministre Viviane Dewa. Aujourd'hui, 20 femmes ont reçu leur certificat de fin de formation, dont 15 jeunes mères célibataires et 5 formatrices. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage procède actuellement à la diffusion de la technique agricole Fumvuza. Environ 100 000 agriculteurs sont ciblés pour l'appliquer en premier lieu, selon les informations. Fumvuza, qui est une technique agricole pleinement adaptée au changement climatique et notamment permet d'augmenter la productivité et contribue également à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Anna Martina et Secha Anjianab. Un champ école pour l'application de la technique agricole Fumvuza est implanté dans cet endroit à Batulam Timafouti. Une technique qui a été conçue comme une stratégie pour augmenter le rendement du riz à Madagascar, pour améliorer la production et ainsi pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Le Fumvuza est différent des autres techniques agricoles, mais il donne des résultats rapides et abondants selon les techniciens. Cette nouvelle technique agricole répond également aux besoins de Madagascar dans le domaine de l'agriculture, car elle s'adapte au changement climatique du pays. Ainsi, la technique du Fumvuza résoudra les problèmes des agriculteurs, notamment dans la région du Sud.
Madagascar procède actuellement à la diffusion de cette technique agricole Fumvuza à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage selon les informations. Environ 100 000 agriculteurs sont ciblés pour l'appliquer en ce début du projet. Les directeurs régionaux de l'agriculture et de l'élevage, les CRIAE et 130 techniciens de formation de base à travers tout Madagascar ont été formés à cette technique Fumvuza depuis le 17 mars. Formation qui a duré 2 semaines et qui s'est terminée aujourd'hui. Ils diffuseront à leur tour cette nouvelle technique agricole au niveau local. Et dans un tout autre sujet, les personnes âgées de plus de 65 ans et les héros-patriotes du district de Muramang ont bénéficié de soins de santé gratuits pendant 2 jours au centre Fiadanantsu de Muramang. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 78e anniversaire du 29 mars 1947. L'exposition d'archives photographiques et de récits marquant la date du 29 mars se déroule également au sein de ce centre. Anna Martina et Secha Anjianab. Les 26 et 27 mars, de nombreuses personnes âgées de plus de 65 ans de Muramang ont bénéficié de soins de santé gratuits au sein du centre Fiadanantsu. Outre les médecins généralistes, de nombreux médecins spécialistes tels que des cardiologues et surtout des nutritionnistes ont également participé à cet événement. Ces derniers ont donné des instructions sur les aliments que devraient consommer les personnes âgées. Les militaires médecins issus du bataillon médical d'Apaibé et le ministère de la Santé publique ont travaillé ensemble pour mener à bien cette action. Selon les informations, il s'agit d'une action qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 29 mars 1947. Par ailleurs, toutes les archives photographiques et récits qui ont marqué cette date du 29 mars 1947 sont également exposés dans ce centre Fiadanantsu. Le centre est ouvert à toutes les personnes intéressées, notamment aux étudiants, selon toujours les informations. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, un puissant séisme a frappé la Birmanie vendredi, provoquant au moins une vingtaine de morts et des dégâts considérables, jusqu'en Thaïlande où l'effondrement d'un immeuble en construction a fait au moins 3 autres tués. Reportage signé France 24. L'image est saisissante. Cet immeuble en construction à Bangkok s'effondre comme un château de cartes, à près de 1000 km de l'épicentre du séisme. À 13h heure locale, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 s'est déclenché au centre de la Birmanie, suivi d'un deuxième quelques instants plus tard, cette fois-ci de 6,4. À Mandalay, proche de l'épicentre du séisme, les immeubles effondrés sont nombreux, de même que dans la capitale où de larges fissures sont apparues sur les routes. Les blessés très nombreux sont pris en charge à l'extérieur de cet hôpital, lui-même endommagé par le tremblement de terre. Le pays, isolé depuis le coup d'État de 2021, a décrété l'état d'urgence. La jeune Birmane au pouvoir a fait appel à l'aide internationale. En Thaïlande, les secousses ont été ressenties jusque dans la capitale, comme dans ces bureaux où le mobilier vacille, ou au sommet de cet immeuble de luxe, une piscine se vide de son eau. Les habitants ont été appelés à évacuer rapidement. Au début, je ne me suis pas rendu compte que c'était un séisme, mais ensuite j'ai vu la table trembler, et la chaise et l'ordinateur se sont aussi mis à trembler. J'en étais certain qu'en entendant le bruit des murs et du verre qui se brisaient, une partie du plafond s'est même effondrée. C'est à ce moment-là que j'ai dû sortir en courant. J'étais en réunion quand j'ai remarqué les secousses, et j'ai commencé à avoir des vertiges. C'est désormais vers cet immeuble effondré que se tournent les recherches. Plusieurs ouvriers ont péri et près de 80 sont toujours portés disparus dans les décombres. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Chine, où le tremblement de terre a aussi fait des dégâts. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré jeudi 27 mars que les États-Unis avaient annulé les visas de plus de 300 Anglais dans le cadre de la répression contre l'activisme anti-Israël sur les campus universitaires américains. Reportage signé France 24. La scène a eu lieu mardi et heurté une partie de l'opinion américaine. Dans l'État du Massachusetts, une étudiante turque de l'université Tufts s'apprête à rejoindre des amis quand soudain elle est encerclée et arrêtée en pleine rue par la police de l'immigration. Les 6 agents, tous masqués et en civil, l'embarquent direction un centre de détention où elle est toujours enfermée depuis. L'un de ses voisins est encore sous le choc.
L'administration prétend cibler uniquement les criminels, ceux qui enfreignent les règles. Mais elle, en tant qu'étudiante en doctorat, elle n'était absolument pas dans ce cas. Selon son avocate, la jeune femme possédait un visa étudiant encore valide. Pourtant, les services de l'immigration ont décidé d'y mettre fin. La raison invoquée, des positions pro-palestiniennes exprimées dans un article l'an dernier. L'arrestation a engendré plusieurs manifestations de soutien à l'étudiante. Nous ne sommes plus qu'à un pas du fascisme. En fait, nous y sommes déjà. C'est totalement du fascisme et de l'intimidation. Donald Trump veut réprimer l'activisme anti-israélien sur les campus universitaires. Un mouvement qu'il juge antisémite et favorable au Hamas. Jeudi, le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé l'annulation de 300 visas étudiants. Chaque fois que je trouve un de ces cinglés, je lui retire son visa. J'espère que nous en serons bientôt débarrassés. Nous recherchons tous les jours ces cinglés qui saccagent tout. L'administration Trump s'en prend aussi directement aux universités. Elle menace de couper les subventions fédérales à toutes celles qui laisseraient des manifestations pro-palestiniennes se dérouler sur le campus. Et Emmanuel Macron a évoqué jeudi 27 mars les forces de réassurance de plusieurs pays qui pourront se déployer le jour d'après en Ukraine lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion à Paris d'une coalition des États soutenant Kiev. Le Premier ministre britannique s'est réjoui de voir l'Europe se mobiliser pour la paix en Ukraine à une échelle inédite depuis des décennies. Le point avec France 24. 3 heures de discussion pour un objectif, finaliser des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie. Le sommet de la coalition des volontaires a réuni une trentaine de pays alliés de Kiev. La France et le Royaume-Uni ont affirmé être prêts à déployer à terme des contingents européens en Ukraine. Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition. Ces forces de réassurance, c'est l'objet de la proposition franco-britannique d'il y a plusieurs semaines, n'ont pas vocation à être des forces de maintien de la paix, mais ce seraient des forces de quelques États membres présents, parce qu'il n'y a pas unanimité sur ce point. Parmi les opposants à l'envoi de troupes en Ukraine, la première ministre italienne Giorgia Meloni. Son homologue britannique Keir Starmer souligne lui l'opportunité de montrer l'unité de l'Europe. C'est l'Europe qui se mobilise ensemble, derrière le processus de paix, à une échelle que nous n'avons pas vue depuis des décennies. Soutenue par des partenaires du monde entier, nous sommes déterminés à instaurer une paix juste et durable. Parce que nous savons que c'est vital pour l'Ukraine et l'Europe dans son ensemble. Quant à Volodymyr Zelensky, il s'est montré satisfait des conclusions de ce sommet et notamment l'assurance de ne pas lever les sanctions visant la Russie. Je pense que Keir a presque résumé tous les résultats qui sont importants pour nous. Aucune levée des sanctions tant que la Russie n'aura pas mis fin à cette guerre. Et je pense qu'il est important d'accroître la pression sur la Russie, de multiplier les trains de sanctions. Le président ukrainien a appelé les États-Unis, grand absent de ce sommet, à réagir après de nouvelles frappes russes dans le sud de l'Ukraine. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, c'est l'émission Data avec Jean-Claude Anji Amalal. Excellente soirée en notre compagnie et nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Au revoir à tous.